C'est bientôt la fin de l'année 2022 et c'est l'occasion de dresser des bilans, justement le bilan de l'année écoulée, notamment en matière de sécurité dans notre pays, entre menaces terroristes islamistes, attentats venant de l'ultra-droite, trafic de stupéfiants ou actes isolés. On va tenter d'analyser les grands événements de ces derniers mois. D'ailleurs, la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, a présenté samedi dernier son bilan annuel. Et pour en parler ce matin, notre invité, c'est un criminologue français, directeur des études au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, Xavier Roffer. Bonjour Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Xavier, je précise que vous êtes l'auteur également de nombreux ouvrages sur la criminalité. Dernière en date, la criminalité organisée dans le chaos mondial, mafia, triade, cartel, clan. Et vous êtes aussi directeur d'études pôle sécurité, défense, criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, il y a beaucoup de sujets à voir avec vous ce matin. Mais bien sûr, pour revenir sur l'actualité récente, puis c'est ce qui fait bien sûr couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est cette attaque vendredi à Paris, un attentat anti-kurde mené dans le 10e arrondissement, un acte raciste selon les enquêteurs. La police qui n'a pas voulu retenir pour l'instant le caractère terroriste de cette fusillade, ce qui a suscité beaucoup d'incompréhension du côté de la communauté kurde. Alors justement, pour quelles raisons, selon vous, les enquêteurs n'ont pas voulu retenir le caractère terroriste de cet acte qui, on le rappelle, a fait quand même 3 morts? Pour 2 raisons principales. Premièrement, l'individu en cause est, semble-t-il, un cas quand même pathologique, puisque la première chose qu'on a fait, c'est de l'admettre à l'infirmerie du dépôt pour voir quel était son état de santé mentale. Et deuxièmement, du fait que l'incrimination terroriste exige une conspiration, c'est-à-dire la participation de plusieurs individus. Vous savez que dans le passé, et notamment pour les attentats islamistes, on a parlé de loup solitaire, c'était faux. Bien entendu, il y avait toute une équipe derrière, plus ou moins visible, ou en tout cas une famille, comme on l'a vu avec des fratries, comme les Abdel-Slam, comme les individus de cette nature-là. Et là, il semble qu'on ait affaire à un individu isolé qui a agi, et les mots ont leur sens, puisqu'il le dit lui-même. Il a dit qu'il éprouvait une détestation toute particulière pour les étrangers. Le fait de détester les étrangers s'appelle de la xénophobie. Les mots grecs signifient la phobie des étrangers. Donc vous avez un individu qui, jusqu'à présent, on a étudié naturellement sa téléphonie, on a étudié tout ce qu'il pouvait avoir autour de lui, a agi seul, par détestation des étrangers en général, et qui semble s'en être pris aux Kurdes, parce que c'était à côté de là où ses parents habitaient, semble-t-il, et pas spécifiquement à ceux-là plutôt qu'à d'autres. En attendant, c'est un acte, bien entendu, condamnable, et il sera condamné si l'individu en question est sain d'esprit, mais il faut garder son calme. En tout cas, cela a mis en lumière les tensions qui peuvent exister entre différentes communautés, notamment la communauté kurde et la communauté turque. Et on l'apprenait ce matin, un gérant d'origine kurde d'un salon de coiffure a été poignardé par un client turc en plein centre-ville. Ça pose aussi des questions sur ces tensions qui existent entre différentes communautés. Mais on l'a vu encore récemment à Montpellier, où des Gitans et des Nord-Africains se sont affrontés lors de la demi-finale ou de la finale de la Coupe du monde de football. Quand un pays n'est pas vraiment en sécurité, quand il n'est pas vraiment apaisé, quand on en arrive à un point où des gens s'opposent les uns aux autres, non pas pour des querelles de voisinage ou pour un mariage raté ou Dieu sait quoi, comme ça peut toujours arriver partout, mais de communauté à communauté, ça signifie que la paix sociale n'est pas assurée, rien de plus. Mais certains s'inquiètent aussi de la force de frappe de certains groupuscules justement très communautarisés, comme les loups gris par exemple, qui sont des Turcs donc installés en France, qui sont nationalistes. Justement, qu'est-ce qu'ils représentent? Quelle est leur force de frappe aujourd'hui en France à ces groupuscules-là? Alors, en ce qui concerne les loups gris en France, c'est quand même un peu légendaire. Il y a des pays dans lesquels les loups gris sont implantés en tant que force politique appuyant, pour aller vite, l'équivalent turc de l'extrême droite, de ceux qui veulent voir une grande Turquie réunissant toutes les populations turcophones, un mouvement nationaliste comme celui-là. Ils sont aux Pays-Bas, ils sont en Allemagne. Bien souvent, ils s'imposent en mettant en place des structures communautaires
pour réunir les gens originaires de telle ou telle région, ou alors par le contrôle des clubs sportifs, rien de tel n'existe en France. Ils peuvent exister comme discrètes groupes de pression pour essayer de pousser des gens dans le sens de ce que veut en Turquie le président Erdogan. Il n'y a jamais eu la preuve d'une organisation constituée et quand monsieur Darmanin a dissous en France les loups gris, il a dissous en fait quelque chose qui n'existait pas. Alors, il y a une menace terroriste extrêmement importante dans notre pays par ailleurs. C'est ce qu'a rappelé il y a quelques jours le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirmant que les forces de l'ordre avaient depuis 2017 déjoué 39 attentats islamistes et 9 attentats d'ultra-droite dans le même temps, avec des interpellations de personnes potentiellement impliquées dans des attaques ces dernières semaines. Je cite toujours le ministre de l'Intérieur. Peut-on vraiment placer au même niveau ces deux types de menaces, selon vous, Xavier Roffer ? Monsieur Darmanin a une spécialité de déclarations ronflantes dont la suite montre qu'elles ne sont pas toujours suivies des faits concrets. Il y a une chose qu'il faut conserver à l'idée, c'est que dans toute l'histoire du monde depuis le 19e siècle, chaque fois qu'une vraie guerre a commencé, une vraie guerre, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, auparavant, avant la dite guerre, avant la première et la deuxième guerre mondiale, il y existait des groupes terroristes, par exemple les anarchistes avant la première guerre mondiale, la bande à Bono, on se souvient en 1910-1911. À chaque fois, les groupes terroristes ont disparu lors du début d'une vraie et grande guerre. Ça signifie que la petite flamèche, la petite allumette du terrorisme a été soufflé par l'énorme déflagration de la vraie grande guerre. Et là, on voit à l'heure actuelle une guerre sur le sol européen, une guerre qui n'est pas du tout high-tech ou d'avant-garde, mais qui ressemble en fait à celle de 14-18, avec des canons, avec des tranchées, avec des soldats dans la boue. Et il y a gros à parier que la guerre en question verra, sinon une disparition, du moins un affadissement pour la période de ce qu'est le terrorisme organisé. Peut-être que le ministre de l'Intérieur nous présente comme menace d'attentat un individu qui a le souhait de descendre de chez lui avec un couteau de cuisine pour égorger des gens, auquel cas il a bien fait de l'arrêter préventivement. Mais si on parle de terrorisme, quelque chose du style du 11 septembre ou du style de ce qui s'est passé en France en 2015 au mois de novembre, ce n'est pas le cas. Alors justement, vous trouvez qu'il y a peut-être un manque de transparence de la part des autorités par rapport à la nature de ces attentats, de ces actes terroristes qui ont été déjoués ces dernières années ? Il y a premièrement des actions organisées, planifiées et de très haut niveau. Songez que pour les attentats de 2015 en France, je parle des attentats dans les rues de Paris, je parle du Stade de France, etc. On en est à avoir identifié plus de 150 individus organisés à cette seule fin, des réseaux qui partaient du fin fond du Moyen-Orient et qui arrivaient jusqu'à la banlieue de Bruxelles et à la région parisienne avec des appartements conspiratifs spécialisés dans la préparation des explosifs, dans la préparation des faux papiers, c'est-à-dire de quelque chose de tout à fait organisé et de tout à fait méthodique, qui paraît d'ailleurs, entre parenthèses, un peu au-dessus des capacités d'individus un peu simples, comme les Abdeslam et consorts. Les procès n'ont pas permis de faire le jour sur cette dimension un petit peu organisée et venue du Moyen-Orient, mais ce n'est pas cela, les 39 attentats qu'on prétend avoir interdits ces dernières années. C'est sans doute des tentatives beaucoup plus frustes, beaucoup plus rustiques. Insistons, le fait d'avoir empêché ces individus de passer à l'acte est tout à fait bienvenu, mais ce ne sont pas des actes majeurs. Alors cette année 2022, Xavier, il y a une affaire qui a beaucoup choqué également, c'est l'affaire Lola, cette petite fille qui a été massacrée à la sortie de son école il y a quelques semaines par une jeune femme qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, puis qui avait donc dissimulé le corps de la petite dans une malle. Le non-respect justement des OQTF, on en a beaucoup parlé, ça a été au cœur des débats cette année, étant donné le nombre d'actes répréhensibles menés par les personnes visées par ces OQTF. L'application des lois, c'est quelque chose qui reste encore selon vous trop
trop laborieux en France ? Alors, on déplore quand même depuis plusieurs mois la quasi-disparition de Monsieur le ministre de la Justice qui fait rien, on le voit pas, on ne pense pas avoir eu connaissance ces temps derniers de lois, de modifications permettant d'aller dans un sens de plus de justice et de plus d'application de la justice. Je vais vous donner un exemple. Une Oui. commission du Sénat a établi que chaque année en France, il y avait à peu près 120 000 obligations de quitter le territoire français, qui naturellement s'ajoutent les unes aux autres d'année en année. Là-dessus, à peu près 10% de ces OQTF, comme on dit en raccourci, ont été appliqués, c'est-à-dire que les individus en question ont été mis dans un avion et renvoyés chez eux. Et là, on apprend que le gouvernement considère comme une victoire qu'il y en aura peut-être quelques-uns de plus et que il y a eu un grand progrès parce que l'année dernière, l'Algérie a bien voulu en récupérer 1000, le Maroc quelques centaines et la Tunisie quelques centaines. C'est naturellement pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. S'il s'agit d'individus dangereux qui sont sous obligation de quitter le territoire français parce qu'ils menacent des citoyens français, ils menacent tous les citoyens français et compte tenu des formes d'extrémisme existant dans les pays où ils viennent, c'est-à-dire des formes souvent d'extrémisme islamiste, ils menacent singulièrement des gens qui sont juifs ou qui sont partisans de l'État d'Israël. Et naturellement, ces gens-là devraient être beaucoup plus massivement renvoyés chez eux. Si l'État de droit qu'est la France a décidé qu'il n'avait rien à faire chez nous, et le fait d'en envoyer quelques milliers chez eux sur 120 000 par an, est dérisoire. Eh bien, merci beaucoup Xavier Refer pour toutes ces précisions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de détailler davantage. Il y avait encore beaucoup de sujets à voir, bien sûr. L'immigration clandestine, notamment les chiffres, le démantèlement de 92 réseaux criminels, l'interpellation de 415 organisateurs de l'immigration illégale cette année, trafic de stupéfiants également. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de se retrouver très bientôt sur Radio J. Merci en tout cas à vous. Et puis, j'en profite pour vous souhaiter également de très bonnes fêtes et une très belle année 2023. À très bientôt Xavier. Ça, c'est uniquement sur Radio J.